BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Et nos entreprises françaises, pourquoi cette fragilité? La question que l'on pose ce soir sur BFM Business dans les décodeurs de l'écho à l'aune de ce rapport sur les défaillances d'entreprises signé et rédigé, présenté par la COFAS aujourd'hui, c'était l'une des actualités à la une. On ne va pas se contenter de dire que ça ne va pas, on va essayer de trouver des solutions évidemment. On a encore une bonne quarantaine de minutes ensemble avec tous nos décodeurs de l'écho et vos questions bien sûr, très nombreuses, elles commencent à arriver. Merci encore, vraiment de plus en plus nombreuses. Les décodeurs de l'écho @bfmbusiness.fr, le compte Twitter également, décodeur écho. Claudine à Puteaux, c'est dans les Hauts-de-Seine, bien sûr. Pourquoi y a-t-il si peu d'ETI en France? C'est vrai, on parle beaucoup de ces ETI, de ces 250 à 5000 salariés. Mais pourrait-on pas les assimiler aux PME pour constituer un groupe plus important? Yves Zlotowski de la COFAS. Le problème est plutôt inverse. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il faut plutôt faire grossir le nombre d'ETI et les faire grossir. Parce que le problème des ETI françaises, c'est qu'elles ont plutôt un profil de grosses PME précisément. Elles sont souvent proches des seuils en effectif, en chiffre d'affaires, des PME. Et donc, elles n'ont pas souvent la taille critique pour affronter l'export, pour faire des projets d'investissement longs, etc. Donc, le problème, c'est plutôt de faire grossir les ETI. Et j'ajoute qu'il y a des effets de seuil très importants qui limitent la taille des ETI. C'est que souvent, au-delà d'un certain seuil de chiffre d'affaires ou d'effectif, il y a des règles extrêmement strictes en termes, par exemple, d'avoir des commissaires aux comptes, d'avoir des CHSCT, donc des comités qui sont lourds, que souvent les ETI ne peuvent pas se payer. Et donc ça, c'est un frein au fait que les ETI puissent grossir. Encore trop de réglementation, c'est ça, Guy Mamouani? Non, je n'allais pas dire ça. Non, mais enfin bon, je non, parce que c'est juste ça. Mais je voulais citer comme exemple Groupe Open, puisque notre société est une ETI de 3000 personnes et qu'il y a 7 ans, nous étions 250. Donc comment a-t-on fait? Qu'est-ce qui nous a permis finalement de passer ce cap? C'est le financement. Grâce à la bourse, nous avons pu lever des fonds qui nous ont permis de faire des acquisitions, de la croissance externe. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais finalement, la façon de constituer des ETI, c'est aussi de faire des acquisitions et de la croissance externe. Et ça vous permet justement de passer ces étapes et de plus être, en tout cas, beaucoup moins en risque. Le problème que nous avons actuellement, je reviens à ce qu'a dit Stéphane tout à l'heure, c'est Stéphane Cohen, l'expert comptable. Voilà, sur les fonds propres. Si vous voulez, quelle est la façon de renforcer ces fonds propres? Soit vous arrivez à vraiment générer du cash chaque année de façon très sensible, ce qui n'est pas évident quand vous êtes une PME, soit vous levez des fonds parce que vous avez des investisseurs qui vous accompagnent. Ben Aouda. Peut-être que la question aussi que soulève aussi la COFAS, c'est que les ETI subissent un effet de pincement fiscal. C'est ce que montre la COFAS. En gros, fiscalement, il vaut mieux être soit une PME, soit une grande entreprise. Et voilà, vous y gagnez. En gros, vous êtes une PME, vous bénéficiez de davantage d'exonération fiscale. Et vous êtes une grande entreprise, vous pouvez vous payer les fiscalistes pour faire de l'optimisation fiscale. Ouais, c'est encore la classe moyenne qui paye, quoi. Et voilà, exactement. Et donc, résultat, c'est que le taux de prélèvement sur la valeur ajoutée est plus important pour les ETI, 4 points de plus que pour les grandes entreprises et 1 point de plus que pour les PME. Les statistiques datent un peu. C'est la direction du Trésor qui l'a fait il y a 5 ans, mais il n'y a pas de raison de penser que ça a changé. Stéphane Cohen, l'expert comptable. Je rejoins encore une fois Guy Mamouani sur la culture des chefs d'entreprise françaises versus celle des chefs d'entreprise allemands. En France, on a du mal à ouvrir son capital, malgré tout, à aller chercher de l'argent et de lever des fonds pour faire notamment de la croissance externe, alors qu'en Allemagne, c'est le cas. On a également un système bancaire très différent, puisque en Allemagne, il y a une très forte relation entre le banquier, qui est souvent le banquier de famille. À la tête de ces ETI allemandes, ce sont des familles, en fait, le plus souvent. Il y a une relation de confiance très forte entre l'actionnaire et le banquier, qui également assure sur une très longue durée une relation, ce qui n'est pas souvent le cas. En France, on voit bien que les banquiers changent d'agence, disparaissent, etc. Et puis, il y a le troisième facteur, c'est évidemment la fiscalité, qui est très attrayante quand on investit au capital des sociétés allemandes, qui est assez peu attrayante, puisqu'on a essayé de faire des choses avec la loi TEPA-ISF, mais ça reste quand même petit bras, j'ai envie de dire. Encore une remarque peut-être. Juste une petite remarque, c'est que ce que disait Guy, c'est quand même pas quand même la norme française. La capitalisation boursière des ETI en France, elle est très faible, elle est 5 milliards, elle est 12 milliards en Allemagne, alors que l'Allemagne n'est pas une économie de marché financier. C'est ça qui est intéressant. Donc là aussi, il y a probablement des choses à faire. Et puis le côté régional aussi, mis en avant par une autre remarque sur les décodeurs de l'écho @bfmbusiness.fr. Oui, l'Allemagne n'existe pas d'un point de vue industriel. Il y a 16 Länder, oui.
L'auto est concentrée en Bavière et autour de Stuttgart, à part Volkswagen dans la Ruhr, nous dit-on, la chimie dans la vallée du Rhin. Vous parliez tout à l'heure des montres, l'horlogerie dans la forêt noire, donc à l'extrême ouest du pays, Ben Aouda. Oui, il ne faut pas sous-estimer le rôle de la régionalisation. Et chez nous, on ne sait pas faire ça, hein, Ben Aouda. C'est totalement en dehors de la culture. Il faut revenir effectivement au fondement de l'État français, État centralisateur, par rapport à l'Allemagne où finalement chaque État régional décide pour soi. La preuve en est que on sort un peu du sujet, mais en même temps pas tout à fait. Deux États, la Hesse et la Bavière, ont décidé de porter plainte devant la Cour constitutionnelle de Karlsruhe pour mettre fin au système de péréquation pour aider les autres États régionaux en difficulté. Alors c'est vous dire si vraiment c'est l'ancrage régional qui prime tout le reste. Régional, exactement. On parlait tout à l'heure du coût des défaillances. Il y a un coût financier que vous avez pointé, Yves Zlotowski, donc chef économiste de la COFAS. Hein. Le coût financier en hausse de 11% par rapport à 2011 hein, pour les fournisseurs de ces entreprises. Et puis le coût social, donc on l'a dit, destruction de plus de 200 000 emplois, augmentation de presque 9% en un an. Le coût financier des entreprises, le coût social, question de Thierry à Rambouillet, c'est dans le département des Yvelines. Hein. Craignez-vous que la pression sociale s'accroît et avec elle une radicalisation, à moins que on soit résigné dans les entreprises? Emmanuel Le Chypre. Hein. Le malaise social ne se manifestera pas tout de suite par des émeutes, des manifestations, etc. Il faut savoir que dans les périodes de crise, c'est la peur qui l'emporte sur la colère. Et que c'est résignation. Donc. Et que c'est après que ça se gâte. C'est-à-dire que quand on a les premiers signes de reprise, que vous avez des revendications qui se manifestent, et c'est là que la colère monte. La Révolution française, elle n'a pas lieu en 1785, 6, 7. Elle a lieu en 1789. Quand ça commence, apparemment, elle est un peu mieux. Alors que la situation était plus dure dans les années qui avaient précédé. Donc attention, c'est souvent, quand on croit être sorti d'affaires, que là, le couvercle saute. Zlotowski, c'est une donnée que vous avez prise en compte à la COFA, justement, cette pression sociale, cette tension sociale, cette colère qui peut naître. Pour moi, c'est une question majeure. C'est une question majeure. Si vous voulez, le marché du travail français, il est caractérisé par ce qu'on appelle les insiders, les outsiders. C'est-à-dire les insiders qui sont dans les entreprises, qui sont très protégés, qui sont salariés, les outsiders qui sont du chômage. Et maintenant, il y a une nouvelle catégorie d'insiders-outsiders, c'est que la plupart des gens qui sont embauchés, quand ils ont la chance d'être embauchés dans les entreprises, sont des CDD. Donc il y a maintenant des tensions entre des CDD et des CDI, des emplois précaires et des emplois longs très protégés. Donc là, moi je pense qu'il y a un problème, si vous voulez, c'est que là où le modèle français, arrive en bout de course, c'est qu'il se veut très égalitaire, etc., mais il crée en son sens des tensions. Et donc c'est pour ça qu'on reboucle sur le début, sur le débat qu'on avait au tout début, qui est la question du dialogue social. C'est que je pense qu'effectivement, on ne fera pas l'économie. Moi je ne pense pas qu'il faille faire ce qui se passe en Espagne ou en Grèce. Je ne pense pas qu'il faut faire un ajustement drastique, monstrueux des coûts, parce qu'on détruit du capital humain, on détruit du capital. Par contre, on ne fera pas l'économie d'un peu plus de flexibilité des salaires, ne serait-ce que pour protéger l'emploi. Et si on explique dans les négociations que justement faire un peu de flexibilité salariale, ça permet précisément d'éviter le niveau de chômage où on est, eh bien, écoutez, je pense qu'on aura fait beaucoup de progrès et ça améliorera en plus ensuite la croissance potentielle de la France. Reste à savoir, Ben Aouda, si les esprits sont ouverts à ça, les mentalités sont prêtes en France. Difficile à dire, mais en tout cas, une pression, notamment de la part des économistes de marché, qui bombardent à longueur de journée en disant étant donné que l'Espagne et la France ont le même niveau de gamme de production, en gros, si vous ne concédez pas à avoir les mêmes salaires qu'en Espagne, ça va être des fuites vers l'Espagne. On a entendu l'économiste en chef Europe de Goldman Sachs récemment dire qu'il faut réduire de 30% les coûts salariaux en France. Il faut qu'ils nous disent comment, hein, ça serait intéressant. Et il y a cette idée que l'Espagne est en train de talonner la France. Il y a encore une fois Morgan Stanley qui dit, ça c'est extrêmement intéressant à écouter, que dans les 3 à 5 ans, le rattrapage industriel espagnol est tel qu'il peut atteindre celui de l'Allemagne. Ouais. Donc finalement, on se focalise souvent sur les ETI allemandes, mais c'est plutôt vers l'Espagne qu'il faudra regarder. Exactement, où c'est le même niveau. Bon, entre-temps, on va voir si cette paix sociale
va perdurer en Espagne parce qu'encore 3 ou 5 ans du régime que vivent les Espagnols, on ne donne pas cher de la suite. Emmanuel et Yves Zlotowski. Alors lequel des deux? Allez, je Zlotowski. suis complètement opposé à cette idée de la comparaison avec l'Espagne. C'est vrai qu'on a, comme en Espagne, une sensibilité très forte de nos exports au prix. Mais on a autre chose que l'Espagne n'a pas, c'est quand on regarde les dépenses de recherche et développement. En France, elles sont beaucoup plus élevées qu'en Espagne. Quand on regarde le nombre de brevets que dépose la France, c'est beaucoup plus élevé. C'est un rapport de 1 à 10. Donc, il y a de l'innovation en France qu'il n'y a pas en Espagne. C'est pour ça que l'Espagne a besoin pour faire un tel ajustement sur les prix, parce que précisément, il n'y a pas d'innovation. En France, on en a moins besoin, parce que certes, on n'est pas l'Allemagne, on n'est pas le Japon, on n'est pas la Suède, mais on n'est pas non plus l'Espagne et la Grèce. Manu, juste avant les infos. Non, alors quand même pour dire, je veux dire, la discussion entre partenaires sociaux, ça marche en France. Il y a 35 000 accords qui sont quand même signés chaque année en France entre des patrons et des représentants des syndicats sur les salaires, sur l'emploi, etc. Donc les cas extrêmes qu'on voit aujourd'hui sont pas rares. Et puis, je veux dire, on a eu... mais ça, c'est plutôt dans les grandes entreprises. Et effectivement, dans les petites, on retrouve ce problème de solitude avec des syndicats pas représentatifs et des patrons français qui se sentent très seuls aussi par rapport à cette problématique française de la peur de l'échec, qui est... il y a une inhibition en France par rapport à l'échec qui est absolument terrible, qui n'existe pas ailleurs. Et hier, on a eu un chômeur qui s'est immolé. Il y a des chefs d'entreprise aussi qui se suicident. Je fais juste un petit coup de pub. Une association fantastique, SOS Entrepreneurs. Quand vous avez des problèmes que vous appelez trop tard, etc., ce sont des patrons qui ont connu des situations de faillite, de détresse personnelle, etc., et qui sont formidables et qui font un sacré boulot. Et donc, c'est vrai que pensons aussi aux patrons qui ne pensent que chaque matin en se levant, comment mon entreprise va vivre une journée de plus. Comment survivre le combat des entreprises? On continue, on apportera des recettes juste après les infos de l'heure. Les décodeurs de l'écho reviennent d'ici 5 minutes. Très bonne soirée sur BFM Business. BFM Business, numéro 1 sur l'économie.